Bonjour, bonjour. Dans une première vidéo, nous allons parler de la lumière et les ondes électromagnétiques. Nous allons discuter essentiellement la nature de la lumière et la controverse sur son aspect corpusculaire ou ondulatoire. Bien sûr, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux aspects ondulatoires des ondes électromagnétiques. Nous allons discuter la forme du champ électromagnétique, sa dépendance en fonction du temps et en fonction de l'espace, et son spectre. Et nous allons aussi parler de quelques sources qui rayonnent des ondes électromagnétiques. La lumière ou une onde électromagnétique, nous avons dit que c'est un champ électromagnétique formé par un champ électrique et un champ magnétique. Ce champ électromagnétique, il dépend de l'espace et dépend du temps. Nous allons étudier son comportement et pour cela, nous allons considérer la fonction f de m et de t qui peut représenter une composante, deux ou trois composantes de ce champ électromagnétique. Nous allons étudier sa dépendance en fonction du temps et en fonction de l'espace, sachant que cette fonction-là, elle se propage, donc elle se déplace soit f0 et de t0, la fonction d'onde à la position initiale et à l'instant t0. f0 et de t0 se propage à la vitesse v, et elle est représentée par la figure ci-dessous. Cette fonction-là se propage à la vitesse v. Nous allons supposer que cette fonction ne subit aucune déformation, et donc elle va atteindre la position m et à l'instant t, et c'est la fonction f de x et de t. La question qui se pose, c'est comment varie cette fonction f de m et de t. En effet, le temps qu'a mis la fonction pour aller de la position initiale à la position finale, c'est delta t égale à t moins t0. Elle a parcouru une distance x qui va s'écrire donc v fois delta t. À partir de ça, nous déduisons t0 égale à t moins x sur v. Sachant que f de x de t égale à f de t0, donc elle va s'écrire f de t moins x sur v. Donc c'est f de t moins delta t. Donc cette fonction-là, elle va dépendre du temps, mais elle doit indiquer obligatoirement le fait que l'information qu'on mesure à l'instant t, c'est une information retardée. Et c'est une information qui dépend de t moins x sur v. Donc nous voyons qu'il y a un premier couplage entre le temps et la position x à travers ce delta t, ce temps de retard. Et le delta t, donc c'est le temps mis par la fonction f pour parvenir de la position initiale à la position finale. L'onde donc dépend de la quantité t moins delta t. Et ce delta t, c'est le temps mis pour se propager de la position initiale à celle finale. Et donc c'est un retard. Si nous examinons donc la lumière qui nous parvient des étoiles, des planètes plutôt de notre système solaire, si on considère par exemple Vénus, le delta t c'est 140 secondes. Si on considère Mars, le delta t c'est 261 secondes, sachant que la vitesse c'est la célérité de la lumière. Jupiter, c'est 2095 secondes. Saturne, c'est 1h11 minutes. Et si on considère par exemple Pluton, c'est 5h20 minutes. Et la nubulaise de la Carène, elle est située à 7500 années. Bien sûr, les positions, nous considérons que la position initiale, c'est l'étoile ou la planète, et la position finale, c'est la Terre. Donc, toutes les informations qu'on reçoit à partir de ces étoiles ou ces planètes, c'est une information retardée. Considérons l'exemple suivant. La nébuleuse annuaire de Lyre est située à une distance de 2170, 10 puissance 13 km, qu'on écrit 2170 années-lumière, sachant qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Cette image que nous avons de la nébuleuse annuaire de Lyre, c'est l'image détectée par James Webb. Cette image, elle s'est propagée au cours du temps et elle a mis un temps delta t
pour parvenir jusqu'au James Webb. Donc l'image qu'il mesure n'est pas une image actuelle, c'est une image retardée. Peut-être que la nébuleuse de Lyre, elle a complètement disparu. Donc, c'est une image qui a mis 2170 années pour arriver jusqu'au James Webb. Donc, c'est une image qui date en l'an 147 avant Jésus-Christ. Et pour calculer cette date, on considère le temps mis par le signal pour parvenir de Lyre jusqu'au James Webb, moins l'année actuelle qui est de 2023. Les images des étoiles et de cet univers autour de nous que nous observons sont tous des images retardées, sont du passé. Ce passé, il est plus lointain si on observe plus loin. Pourquoi? Parce que si on observe plus loin, le delta t il va augmenter. Donc le retard, il va augmenter. Et donc on peut dire que si on voit plus loin, on voyage dans l'histoire. Et à partir de ceci, en observant plus loin, on peut voir l'univers en son début de formation et on peut donc comprendre comment les étoiles et les galaxies se sont formées. Le NASA a publié un certain nombre d'images, par exemple l'image suivante, l'éruption spectaculaire d'Eta Carinae, située à 7500 années-lumière et détectée par le télescope Hubble. Sur la deuxième image, c'est l'image détectée par le James Webb et elle nous donne des régions de l'univers situées à une distance de 4,6 10 puissance 9 années-lumière. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est toutes les images, toutes les informations qui nous proviennent de l'univers sont des informations qui sont des informations retardées. Nous avons discuté la forme du champ électromagnétique, donc la fonction f de m de t, et comment elle doit inclure la notion de retard. Maintenant, nous allons sonder un peu plus cette fonction f de m de t, et nous allons essayer de parler de son expression mathématique. La fonction f de t moins delta t, c'est une fonction qui dépend du temps. Et elle peut prendre une forme quelconque. En se basant sur l'analyse de Fourier, on peut décomposer cette fonction-là comme étant la somme des fonctions sinusoïdales. Et donc, on peut la décomposer en un premier signal sinusoïdal, plus un deuxième, plus un troisième, plus un quatrième, on peut faire ceci jusqu'à l'infini. Et chaque signal, il possède son propre amplitude, sa propre fréquence et sa propre phase initiale. Donc, nous avons l'amplitude AA, la fréquence de la pulsation oméga 1, la phase phi 0, 1, jusqu'à AI, oméga I, phi 0, I. C'est ce qu'on appelle une décomposition spectrale de la fonction f de t moins delta t. Donc, en fait, si on comprend le comportement de la fonction sinusoïdale, de l'onde sinusoïdale, on peut comprendre le comportement de la fonction globale f de t moins delta t. Il a fallu presque 3 siècles pour découvrir tout le spectre des ondes électromagnétiques. En effet, vers 1666, c'est autour de Newton qui a permis de voir que la lumière est composée de 7 couleurs. Et bien sûr, le nombre 7, c'est un nombre magique, vu que les planètes du système solaire sont 7, il y a 7 merveilles du monde, etc. etc. Donc c'est pour cela que Newton a ajouté l'indigo pour ce spectre. Il a fallu attendre un siècle et demi et vers 1800, c'est William Herschel qui a découvert l'infrarouge. Ensuite, Johann Reuter a permis de détecter les ondes ultraviolets et c'est autour de Thomas Young
vers 1801, qui, à travers ses expériences d'interférence, a pu mesurer la longueur d'onde du spectre visible allant de 0,4 à 0,7 micromètres. Hertz, et dans la quête de vérifier les équations de Maxwell, a expérimentalement montré l'existence des ondes hertziennes appelées ondes radio. C'est les ondes radio ou c'est les ondes hertziennes. Et il a pu mesurer des longueurs d'onde de l'ordre de 2 mètres. Bien sûr, le spectre les s'étend un peu plus. Et on les a appelées ondes hertziennes ou ondes radio. Vers 1895, Röntgen a découvert les rayons X. Il les a appelés rayons X parce qu'il n'y avait même pas de dispositif expérimental pour mesurer ces longueurs d'onde. Et ces rayons, ils traversaient les sacs, ils traversaient les valises, ils traversaient le corps humain. Et donc, ces rayons sont restés inconnus. Et il a fallu attendre jusqu'à 1912, Max von Laue, qui a fait la diffraction des rayons X par un cristal. Il a montré l'aspect ondulatoire de ces rayonnements et a mesuré la longueur d'onde qui est de l'ordre de l'angstrom. Ensuite, Becquerel, Marie Curie, Villard et Rutherford ont permis de détecter les rayons gamma, les rayons alpha et les rayons bêta. Et pour les micro-ondes, il a fallu attendre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour mesurer, détecter et produire ces ondes-là. Et les Anglais les ont utilisées comme des ondes pour le radar durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons maintenant parler de quelques sources de rayonnement et nous allons commencer par les corps chauds ou ce qu'on appelle les corps noirs. En effet, si on chauffe un corps à une température T, ce corps émet un spectre électromagnétique. Ce spectre est un spectre continu dont l'intensité varie en fonction de la longueur d'onde et ce spectre il est caractérisé par une intensité Imax qui correspond à une longueur d'onde lambda 0. La température T et le lambda 0 obéissent à la loi de Vienne, ou ce qu'on appelle aussi loi de Wien, suivant la prononciation, et cette loi s'écrit lambda 0 égale à C0 sur T, où lambda 0 est la longueur d'onde correspondant à Imax, T est la température du corps en Kelvin, C0 c'est égal à 2,9 10-3 mètres fois Kelvin, c'est la constante de Vienne ou bien la constante de Wien. En effet, si la température T diminue, alors lambda 0 augmente. Ainsi, le lambda 0 de la température 4500 Kelvin est supérieur à la lambda 0 de la température de 6000 K. La deuxième remarque est obéissant à la loi de Stéphane. Si la température augmente, l'intensité augmente et ceci est valable pour toutes les longueurs d'onde. Ainsi, l'intensité du spectre correspondant à 4500 K est inférieure à celle correspondant à 5000 K et inférieure aussi à celle correspondant à 6000 K. Le Soleil est un corps chaud et c'est la principale source de rayonnement sur Terre. Il émet un spectre qui est dominé par le visible. Il contient les rayonnements ultraviolets, le rayonnement infrarouge. Et si on modélise ceci par un spectre de corps noir, le lambda 0 c'est autour de 0,5 micromètres avec une température de la surface du Soleil autour de 5800 K. Le spectre visible qui domine le spectre de rayonnement du Soleil, il varie entre 0,4 et 0,8 micromètres.
Le Soleil émet aussi les différentes ondes radio, millimétriques, UV, RX et gamma. Et l'atmosphère, il limite un certain nombre de rayonnements, tels que le rayonnement ultraviolet, le rayonnement RX. Il diminue aussi l'intensité du spectre solaire par des réflexions sur la surface externe de l'atmosphère terrestre. Sur le site web de l'Université du Colorado, nous trouvons cette animation. C'est une animation interactive qui permet de tracer le spectre du corps noir en fixant sa température. Par exemple, dans ce cas, c'est 200 K. On voit que l'émission, le lambda 0, c'est autour de à peu près 15 micromètres, c'est dans l'infrarouge. Donc, c'est une lumière qui n'est pas visible, c'est un peu noir. C'est noir plutôt. Si j'augmente la température, par exemple à 300 K, c'est à peu près la température de la surface de la Terre. L'émission, elle est autour de 9, à peu près 9,6 micromètres. C'est toujours dans l'infrarouge. C'est une émission qui est invisible, c'est une émission noire. D'accord? Si j'augmente davantage la température, on voit très bien que l'intensité, elle déborde. Donc, on va réduire un peu l'échelle. Voilà. On peut aussi élargir la courbe. Donc, on va augmenter davantage. L'intensité, elle déborde encore. Voilà. Par exemple, à 1000 K, on est autour de 2,6 micromètres. Si j'augmente pour atteindre la température d'une lampe, on va réduire, on va changer d'échelle. On voit très bien que l'intensité, elle a augmenté. Et la longueur d'onde, elle est autour de 0,9 micromètres. Et l'œil commence à percevoir une couleur à peu près marron. Et si j'augmente davantage la température, l'intensité, elle augmente. Et on entre dans ce cas dans le spectre visible pour une température autour de 4200 K. Et je vois une couleur qui est presque une couleur marron très clair, marron qui vire vers le jaune un peu. Si j'augmente aussi pour atteindre la température du Soleil, nous allons réduire l'échelle. C'est une température de 5800 K avec une longueur d'onde lambda 0 autour de 0,5 micromètres. Et la couleur, en fait, c'est une lumière blanche, mais à peu près, c'est un blanc froid, c'est un blanc qui contient un peu du bleu. Si on augmente encore davantage, donc on commence à sortir du spectre visible, on est autour de 0,3 micromètres. Donc nous sommes sortis du spectre visible. Toutefois, le corps noir, il apparaît bleu parce que c'est à peu près la partie du spectre, la queue du spectre, elle permet à peu près de la perception de l'œil, elle donne une couleur à peu près bleue et c'est autour de 8500 K. Si par exemple j'atteins la température de 10 000 K, c'est les Sirius A, c'est l'étoile Sirius A. Elle rayonne à lambda 0 autour de 0,3 micromètres. C'est dans l'ultraviolet. Et elle donne à peu près une couleur bleue. Donc c'est une étoile bleue. Et donc il faut conclure que la longueur d'onde lambda 0, elle ne donne pas la couleur, mais c'est à peu près la partie du spectre qui se trouve dans le visible. C'est elle qui définit la couleur de l'étoile qu'on observe. Dans l'animation de l'Université de Colorado, nous avons vu que la couleur du corps, elle varie en fonction de sa température. En fait, c'est la couleur perçue par l'œil de l'être humain. Et donc, sur ce concept, les industriels de l'éclairage se sont basés pour définir les couleurs des lampes en fonction de la valeur de la température. Ainsi, si vous achetez une lampe, sur l'emballage, vous allez trouver une valeur de température en Kelvin, 2000 K, 3000 K, 7000 K. Et cette valeur, elle indique la couleur de la lampe que vous allez acheter. Et donc, sur cette figure-là, on voit l'évolution de la couleur de la lampe en fonction de la température en Kelvin. On passe de la partie gauche, c'est les couleurs chaudes, à la partie droite, c'est les couleurs
froide. Et contrairement au concept qu'on connaît, le rouge c'est chaud alors que c'est la température la plus faible. Et le bleu c'est froid, c'est la couleur à peu près de la neige, mais c'est la température la plus élevée. La théorie du corps noir et l'émission du corps noir, elle est utilisée dans des applications pratiques. On parle de thermographie, on parle aussi de caméras thermiques. Ces caméras thermiques sont utilisées dans les ports ou les aéroports et ils permettent de mesurer le lambda 0 des corps et ils permettent donc de voir la variation de la température entre différents passagers. Et donc ça permet de contrôler les personnes atteintes de H1N1 et par exemple du virus corona ou bien les personnes ayant une fièvre. On utilise aussi la thermographie pour détecter les câbles ou bien les points chauds et les câbles qui sont en panne. Donc c'est un diagnostic des armoires électriques. On l'utilise aussi dans différents domaines, par exemple dans ce troisième cas, pour détecter une fuite dans une canalisation. À part les corps noirs, il existe une multitude de sources de rayonnement. Par exemple, les gaz, ils émettent, lorsqu'ils sont excités, ils émettent un spectre discret qui contient quelques longueurs d'onde. Par exemple, sur cette figure, nous avons le spectre du mercure, le spectre du calcium. Nous avons les lampes à incandescence basées sur le corps noir. Nous avons des LED qui sont basés sur des transitions entre des niveaux d'énergie dans une jonction PN. Nous avons aussi, si on bombarde un matériau et par des électrons très énergétiques, il émet un rayonnement X. Et donc nous avons toute une multitude de sources de rayonnement, ce qui permet de couvrir à peu près tous les spectres des ondes électromagnétiques. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un j'aime et il faut attendre ma prochaine vidéo qui portera sur les ondes électromagnétiques planes dans le vide. Nous allons étudier les propriétés de ces ondes, les équations de Maxwell régissant le champ électrique et le champ magnétique de ces ondes. Nous allons aussi passer en revue quelques applications sur la superposition d'ondes électromagnétiques planes et aussi sur les interférences entre les ondes électromagnétiques planes. Merci encore.